quitte Mascate à 1h30 du matin. Je change d'avion à Bangkok où je retrouve des symboles culturels un peu plus familiers. J'arrive à Vientiane en milieu d'après-midi. J'accumule 3 heures de décalage avec Oman, de 6 avec Paris et donc de 12 avec le Québec. La chaleur est toujours accablante, mais la piscine à l'hôtel où je loge me rassure. Ici au Laos, le revenu moyen est très faible et ça ne coûte vraiment pas cher. Je me suis logé et j'ai mangé pour moins de 30$ par jour. Le délabrement de la ville change de l'ascétisme d'Oman. Je fais connaissance avec la bière Lao et une bonne bouffe thaï. Je fais mon baptême en tuk-tuk le lendemain matin à la recherche d'un adapteur électrique. J'avoue que j'ai du plaisir au bout. Un peu plus tard, je marche sur la route des monuments emblématiques de la ville, puis je croise une célébration bouddhiste, une fête qui marque le début de la période de retraite de 3 mois pour les moines bouddhistes. Ma virée m'amène ensuite au monument Patukse, qui signifie porte de la victoire en Laos. Il est souvent comparé à l'Arc de Triomphe de Paris. Il a été construit pour honorer ceux qui ont combattu pour l'indépendance du Laos contre la France. C'est un lieu important de la culture et de l'histoire Lao et qui offre une très belle vue sur la place de la Victoire. Ensuite, je visite le Stupa suprême, le Phatthalung Luang, qui est le monument le plus sacré du pays. Il est censé contenir un cheveu du Bouddha. Ce stupa de 44 mètres de haut est recouvert d'environ 500 kilos de feuilles d'or. Il est l'emblème officiel de la République démocratique populaire du Laos. Construit au 15e siècle, il représente l'identité nationale, la culture traditionnelle et les doctrines du bouddhisme. La représentation du Bouddha couché est tout aussi grandiose. Ce Bouddha représente la mort physique, le symbole du passage vers l'éveil, la tranquillité et la libération. Le site contient aussi des centaines de statues de Bouddha, toutes plus intrigantes et inspirantes les unes que les autres. En soirée, je suis allé au marché de nuit de Vientiane, le long du fleuve Mekong. Les familles laotiennes viennent pour manger et s'amuser. Le lendemain, je quitte pour le Luang Prabang. Le voyage se fait avec un train rapide payé par les Chinois. Et oui, on est en pays communiste. Le long du parcours, je suis impressionné par les montagnes et les nombreux tunnels que le train emprunte. Arrivé à la gare de Luang Prabang, imaginez, pour 6$, un minibus réservé plus tôt m'amène au centre-ville à 15 km. Le petit hôtel qui m'attend près du marché de nuit est vraiment bien. Je prends contact avec un ami d'Armel, surnommé If le Ouf, que je rencontre plus tard au pub Tangar sur la rue principale, et avec qui je fais la tournée des endroits sympathiques. Et au passage, la connaissance d'un Québécois installé ici, Simon et sa femme laotienne, Patchanan. Je découvre la ville le lendemain, me balade le long du Mekong et les nombreux temples bouddhistes. Luang Prabang signifie « image royale du Bouddha ». C'est beau quand même. C'est un haut lieu du bouddhisme en Asie. La ville fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO pour son mélange d'architecture traditionnelle et coloniale française. Lors de mon passage dans un temple, je découvre 2 superbes bateaux dragons qui servent pour des courses et festivals qui célèbrent la fin de la saison des pluies en octobre. Malheureusement, j'ai manqué ça. Je fais ensuite l'expérience du marché de nuit où on vend vêtements, breloques et un secteur complet de nourriture avec des brochettes et tout le tralala. Je découvre le lendemain matin que la petite rue devant mon hôtel est le lieu d'un marché de nourriture. Les Laotiennes venues des environs viennent y vendre leurs productions et cueillettes de toutes sortes. Crabes bien ficelés, champignons de toutes sortes et autres bestioles vivantes entourées de centaines de mouches sont au menu. Je visite ensuite le temple Wat Witsunarat du 16e siècle, célèbre en raison de son énorme stupa en forme de pastèque.
Le lendemain, c'est le jour de la croisière au coucher de soleil sur le Mékong. Je m'assure de réserver sur un bateau qui ne sera pas investi par les touristes chinois parce que les autres, ils se baladent au son de karaoké bien bruyant. Le paysage est grandiose. Les bateaux nombreux, puis à la tombée du jour, ils deviennent lumineux. C'est vraiment beau. Le lendemain, c'est le jour des cascades de Guangxi. Ah, vous le voyez autour de moi, vous l'entendez aussi, je suis aux chutes Guangxi, Waterfall, qu'on dit en anglais, et c'est une cascade d'eau. Écoute, je sors de la ville enfin, j'ai fait beaucoup urbain, bon, malgré tout. Là, il est temps que je sorte un peu, alors ça va être ça dans les prochains jours, puis aujourd'hui, ça commencerait avec cette fameuse cascade-là là, qui fait la renommée de la région. En écoutant que mon courage ou ma folie, j'escalade les 542 marches qui nous amènent en haut de la chute avec un panorama, j'imagine, exceptionnel. La montée est exténuante, mais ça valait vraiment l'effort. La vue d'en haut est magnifique. Je sais que le temps me manque et je me retiens d'aller nager dans les bassins, mais je vais aller dans celui d'en bas. Faut choisir ses batailles, comme on dit. Ça n'arrête pas d'être le fun, là, je fais ça, mais vraiment c'est beau. Là. Mais je m'en donne à cœur joie. Le smoothies à l'amande que je déguste après sera le meilleur de ma vie. Comme si j'avais pas assez grimpé dans la journée, je décide d'aller visiter le temple en hauteur du mont Fuji en plein cœur de la ville, qui donne un point de vue spectaculaire sur la région. Il est hautement prisé par les touristes chinois, pas pour prier, mais pour la photo souvenir. Je surprends une jeune Laotienne venue prier et offrir de l'encens à Bouddha du samedi. Un Bouddha qui représente la posture prise par Bouddha le samedi, assis sous le dragon Mulkaninda, qui l'a protégé de la pluie et du vent pendant qu'il atteignait l'illumination. N'est-ce pas une belle histoire? Au passage, en redescendant du mont, j'entends des moines novices réciter des mantras. C'est vraiment beau. La découverte de Luang Prabang tire déjà à sa fin et culmine avec un joli petit spectacle théâtral, le Garavek Storytelling, qui raconte au son du kné, un instrument à vent traditionnel en bambou, les origines du site emblématique du mont Fuji et du Mékong. Welcome to an evening of traditional Lao storytelling. It's about Lao tales, particularly about Luang Prabang province. Je suis impressionné par le talent du jeune musicien. Et cet instrument ne semble vraiment pas facile à jouer. Un beau spectacle, même si mon anglais approximatif n'a pas tout saisi. La suite de la soirée sera gantesque avec If et son ami Mafiosi. On était à 3 sur une moto pour nous amener découvrir un site de sortie nocturne vraiment surprenant. C'est hallucinant, là, vraiment, wow. Alors, je vous présente mes amis, là. Il y a Yves. Salut, ça va Eli? Bonjour. What is your name? Rafa. Rafal. Rafal est marocain, non? Libanais. Il y a Libanais. Salut les filles. Ici c'est le pied, bah, en tout cas il nous le dira. J'espère. On dira mieux quoi, quoique. Profitez. Alors, ma dernière soirée à Luang Badang, j'arrive pas aussi. Les noms, là, j'y arrive pas. Mais en tout cas, c'est vraiment agréable. Vraiment superbe. Le lendemain, c'est un jour de déplacement. Je pars très tôt le matin pour l'aventure à Non Kiam, à 140 km plus au nord. On met plus de 4 heures pour faire cette route dans un bus un peu déglingué, sur une route de campagne complètement lézardée.
Après avoir pris possession de ma modeste chambre qui offre un point de vue spectaculaire sur la rivière Naoum, je réserve une excursion dans l'arrière-pays pour le lendemain matin. On sera 5 personnes accompagnées de Fong, un jeune guide super sympathique. Il y a aussi un couple allemand, Eva et Émile, avec qui je me lie d'amitié, ainsi que 2 Taïwanaises. L'excursion débute par une croisière de 1h30 sur la rivière à bord d'une pirogue à moteur. Une expérience en soi, le côté sauvage et grandiose du Laos se révèle. Nous descendrons du bateau dans la bourgade de Sop Keng et commencerons une randonnée à travers champs et rizières. Les paysages sont encore là extraordinaires. Après plus d'1 heure de marche éprouvante, sous une température et humidité accablantes, nous arrivons à la cascade de Tad Mok. La subjugation de la beauté du lieu laisse vite place à la baignade dans ce décor paradisiaque. Nous y passons près d'1 heure, le temps de bien profiter du site et de documenter en photo et vidéo le lieu. Mais Fong nous signifie qu'il est temps de poursuivre l'aventure. Sur le chemin du retour, il y a un petit spectacle de fourmis en train de se délecter d'une araignée géante. Au passage, on surprend un groupe d'enfants sortis de l'école qui jouent à un jeu particulier avec leur gougoune. On dirait la pétanque. Nous faisons un arrêt rapide pour le dîner dans une baraque du village et reprenons la pirogue jusqu'au village de Muang Noang Nue, un village datant du 15e siècle qui n'est accessible que par bateau, mais sert aussi de lieu de villégiature aux touristes de passage. Il compte un peu plus de 600 habitants qui vivent de façon traditionnelle. J'y serais bien resté quelques jours. Mais nous devons poursuivre notre aventure. Les grottes avec lesquelles nous avons rendez-vous ont servi de refuge aux villageois pendant la guerre civile de 1954 à 1975. La région a été abondamment bombardée par les États-Unis lors de la guerre du Vietnam et en porte encore les cicatrices. L'escalade suivante sera très éprouvante. Bonhomme trouve ça dur un peu. Elle nous conduit au point de vue du Phanoï, à 150 mètres de hauteur. Mais quelle escalade! Que de montée, il va falloir que je descende en plus. Disons plutôt une échelle en bambou de 150 mètres. Ils sont alors bien surpris d'apprendre que j'ai 65 ans. J'ai averti le groupe que je serais là à monter. Mes genoux et tout mon corps souffrent. Je sais tout de même que l'effort en vaut la peine dans ce genre d'escalade. Et je ne suis pas déçu. Quelle vue magnifique! Les braves avec qui je suis. How your name? Emil. Emil. Eva. Eva from Germany. And Yanzen. Yanzen from Taiwan. Pong from Laos. From Phnom. Le temps de faire quelques photos qu'il faut déjà redescendre. Tout le long de la montée et de la descente, on était accompagné par ce petit chien. Vraiment très sympathique, qui nous a vraiment suivis tout le long et qui a fait le trajet dans les escaliers. Vraiment, c'est un grimpeur. Le retour en pirogue nous offrira un coucher de soleil époustouflant et des panoramas éblouissants. Au lendemain, le coucher de soleil de ma dernière soirée me comblera de beaux souvenirs et le jour suivant en sera un de déplacement. La prochaine étape, c'est Van Vienne, où j'ai rendez-vous avec Eve et Émile pour une envolée en montgolfière. Donc, retour en tuk-tuk et minibus sur les routes déglinguées jusqu'à Luang Prabang pour prendre un train jusqu'à Van Vienne, où m'attend pour la première fois la saison des pluies. Les routes sont boueuses à mon arrivée, mais ça ne gâche pas la vue magnifique de ma chambre d'hôtel. Les montagnes autour de Van Vienne sont des montagnes karstiques. Elles ont des formes imposantes, variées et escarpées, qui donnent une allure spectaculaire au paysage. Les environs de Van Vienne sont réputés pour leurs nombreux lagons bleus. Le premier que je visite est celui du Mekong Tram Chang, avec son immense grotte aux centaines de stalagmites et stalactites. Pour accéder au site, on doit d'abord traverser une rivière sur une barge qui se mue à la force du courant.
Je rejoins ensuite plusieurs bassins du lagon aménagés en centre de loisirs. J'effectue d'abord la visite de la grotte, mais c'est surtout les 200 marches qui sont un autre défi pour mes vieilles pentures. Vraiment, ça n'arrête pas. Les grottes sont un symbole particulier pour les bouddhistes et on y trouve toujours des représentations des Bouddhas et des offrandes. J'y laisserai d'ailleurs ma bouteille d'eau comme offrande. De retour au niveau du lagon, l'appel de la fraîcheur de l'eau est irrésistible. C'est rendu à mon tour. L'eau, ou plutôt une rivière, jaillit de la montagne à travers une profonde crevasse dans laquelle on peut s'engouffrer. Ce soir-là, je serai témoin d'un orage de malades. Le lendemain, c'est décidé, j'enfourche un scooter vers de nouveaux lagons et la campagne. Les montagnes sont irrésistibles et le lagon bleu numéro 3 ne fait pas mentir à sa réputation d'endroit calme, parfait pour des gens comme moi. J'y passerai quelques heures jouissives. Mais l'appel du moteur en moi me pourchasse et j'enfourche mon bolide pour une ride de quelques heures. Le séjour à Van Vieng culminera avec une aventure en montgolfière avec Eve et Émile, mes compagnons de Non-Cam. Cette dernière aventure clôture mon séjour au Laos, qui se termine avec la seule envie d'y revenir. Direction le Vietnam maintenant. Je me promène en scooter dans les montagnes. Il y a plein de coups ici. Pour contourner les obstacles, il y en a plein. गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।